Donc, je m'appelle Sophie, je suis dirigeante d'une entreprise qui est une entreprise de taille intermédiaire avec un actionnariat à 100% familial. Moi, je fais pas partie de la famille, hein, je suis rentrée comme salariée chez Expansiance il y a 6 ans. Et puis, depuis le mois de mai dernier, je suis mandataire sociale et je partage le pouvoir avec mon actionnaire qui est Jean-Paul Berthomé, qui est le fils du fondateur de la boîte et qui a bientôt 70 ans. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est déjà en quelques minutes très courtes ce qu'on fait dans la boîte, histoire que vous sachiez un peu voilà, le fond de nos activités, parce que c'est important pour bien comprendre notre feuille de route. Après, l'idée, c'est de vous dire ce que la CEC en quoi elle nous a transformés, et puis où on en est sur notre feuille de route, ce qui marche et ce qui est dur. Voilà, et puis après, on aura un petit temps d'échange comme ça, je pourrais aller plus loin peut-être sur les updates. Alors, la boîte que je dirige aujourd'hui, elle a trois activités. La première, qui est la plus connue, c'est qu'on fabrique des produits de soins pour la famille, donc de soins et d'hygiène, donc des gels douche, des produits solaires, des hydratants pour les peaux qui peuvent être extrêmement sèches dès la naissance, mais pour toute la famille. On a une seule usine de fabrication de produits finis qui est à Épernon en Eure-et-Loir, donc à quelques kilomètres de Rambouillet. Et Mustela, c'est une marque qui a été créée en 1950 sur l'objectif d'apporter des soins made in France pour les bébés d'abord, et puis ensuite pour leurs parents, leurs grands frères et grandes sœurs. La boîte est certifiée Bicorp et je reviendrai un petit peu dessus. Au-delà de Mustela, on a une deuxième activité qui est autour du bien vieillir, on va dire. Au démarrage, dans les années 70, donc 20 ans après la création de Mustela, ils ont un peu découvert par hasard qu'il y avait un complexe d'actifs issus du soja et de l'avocat qui était super utile pour le bien-être des articulations et du coup pour prévenir les douleurs liées à l'arthrose. Donc, ils ont lancé un médicament qui s'appelle Piascledine, qui est la petite gélule orange et blanche que vous voyez sur la gauche du slide. Et Piascledine, ça a été remboursé pendant 20 ans par la France. Et puis, ils ont perdu leur remboursement il y a 15 ans maintenant. Et ça a été une grosse crise pour l'entreprise qui n'avait pas trop prévu le coup. Donc, il y a eu un changement de modèle, de mix de marge, voilà, de finance finalement, parce que quand vous êtes basé sur un modèle de remboursement et que vous le perdez, il faut changer les choses. Et ça a été une bonne grosse crise, mais qui nous a fait réfléchir différemment. Piascledine, aujourd'hui, c'est un produit qui continue à vivre et qui va même très bien. Notamment, il est distribué dans une centaine de pays à l'étranger par des distributeurs, mais on a aussi des filiales. Et puis, une troisième activité qui est une activité B2B. On fabrique des actifs végétaux. Plutôt à vocation de cosmétique. Donc, on les met, ces actifs végétaux, dans nos produits Mustela, mais on les fabrique aussi pour d'autres. Donc, on vend à beaucoup de marques cosmétiques mondiales assez connues, des L'Oréal, des Estée Lauder, Chanel, Velleda, Caudalie, voilà, toutes ces marques plutôt premium, puisque nos actifs, leur empreinte, enfin disons leur signature, c'est qu'ils sont quasiment tous issus plutôt soit d'un sourcing durable, pérenne, donc avec un certain nombre de labels qu'on choisit, Fair for Life, Fair Wild, UEBT, voilà, plein de labels différents en fonction des besoins aussi des consommateurs, enfin des marques qui nous achètent. Et puis surtout, une grande partie de nos actifs, ils sont issus de l'upcycling, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des rebuts de l'industrie agroalimentaire, souvent. Je vous donne un exemple. On a par exemple le maracuja, donc le fruit de la passion, qui est beaucoup utilisé en Amérique latine pour faire du jus de maracuja. Et les graines, une fois que le jus a été pressé, elles étaient jetées. Donc nous, on a proposé de les valoriser. Et on a donc une deuxième petite usine qui est au Pérou et qui va pêcher des fruits tropicaux, de l'avocat, du maracuja, de la maca, plein de fruits qu'on récolte juste à côté. On a des partenariats avec des agriculteurs du coin. Et du coup, on les sèche, ensuite on les presse pour faire des huiles qui sont ensuite potentiellement distillées encore chez nous à Épernon pour en faire des actifs qu'on valorise. Donc, on fait des études cliniques dessus pour pouvoir vraiment accompagner nos clients jusqu'au bout sur l'usage d'un actif et son efficacité sur la peau. Et puis plus récemment, autour de ces actifs cosmétiques, on est en train de se lancer sur des actifs nutraceutiques et donc d'aller vraiment fournir aussi des acteurs des compléments alimentaires, par exemple.
Alors voilà un peu nos activités. Notre histoire, elle n'a pas commencé à la CEC sur les sujets de transformation et d'impact, mais elle n'a pas non plus commencé en 1950, hein. On n'a pas toujours été convaincus qu'il fallait respecter les limites planétaires. Disons que l'histoire de nos engagements, elle commence plutôt en 2004 au moment où Jean-Paul Berthomé, qui est donc le fils du fondateur et qui est donc l'actuel actionnaire, décide, son père est mort quelques années auparavant, et il décide de signer le pacte mondial de l'ONU, un peu influencé par des amis de son père qui lui disent il n'y a pas beaucoup de boîtes françaises qui l'ont signé, il n'y a pas de laboratoires pharmaceutiques qui le font, etc. Et donc il signe. Mais à la différence de d'autres entreprises, à partir du moment où il signe, il se dit qu'il faut agir pour être au rendez-vous de cette signature. Et du coup, s'engage une bonne vingtaine d'années de travail autour de faire moins mal, on va dire. Donc, un travail sur les emballages pour qu'ils soient un peu moins dégueulasses, mais ça restait quand même globalement du plastique pas recyclé. On a naturalisé nos formules, d'autant plus que les années 2000, c'est les années où la cosmétique commence à se faire secouer, on va dire, par des reportages autour des parabènes, par exemple. Donc, le bad buzz est très fort. Et donc, c'est vraiment le moment de naturaliser nos formules. De là à dire qu'on faisait bien et que notre RSE était suffisante, pas du tout. Et donc, du coup, à la fin des années 2010, en 2018, on rentre dans un niveau d'engagement un peu plus élevé en entrant dans la certification B Corp, qui n'est pas une fin en soi, mais qui a l'avantage réel de nous pousser, puisque c'est un référentiel qui est dynamique. Donc, d'une année sur l'autre, enfin de 3 ans sur 3 ans, quand on doit se recertifier, on se rend compte que le référentiel a changé, qu'il est plus pushy, ils vont nous pousser sur des angles morts qu'on n'avait pas vus avant, etc. Donc cette dynamique-là nous a vraiment permis d'apporter une première boussole de modification et de progrès permanent. Et puis ensuite, en 2021, on intègre la CEC et au même moment, dans la même année où on fait la CEC, on intègre le statut de société à mission qui nous a paru intéressant parce qu'en fait, il nous oblige à changer les statuts de la boîte et donc à changer la raison d'être de l'entreprise et à quitter une raison d'être exclusivement basée sur le profit et l'augmentation du capital et du patrimoine de l'entreprise, mais d'intégrer dedans une autre mission qu'on s'est choisie et qui est une mission autour du bien-être des individus et de la planète. C'est-à-dire qu'on part du principe que on ne pourra pas se sentir bien, nous les humains, sur cette planète si on la défonce. Et donc, il faut partir du principe qu'on doit faire notre activité tout en contribuant à la réparer, cette planète, et à réparer en tout cas les choses que nous, on a contribué à détruire. Et comme toute entreprise, on a contribué à détruire énormément de choses. Je vous donne un exemple tout bête, mais on a fait notre bilan biodiversité il y a quelques années et on nous a expliqué qu'entre entre 2015 et 2022, on avait détruit l'équivalent en vie de la ville de Rennes. Voilà, donc ça vous donne un petit exemple de ce qu'une entreprise de taille intermédiaire est capable de faire, alors qu'elle a la sensation en plus d'être déjà plutôt engagée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette CEC et ce changement vers le statut de société à mission? Ah oui, juste deux, trois infos chiffrées quand même. Là, j'ai pas mis le chiffre d'affaires 2024, du coup, il est plus gros que ça. Il est autour de 390 millions d'euros. Donc, comme vous le voyez, on n'est pas en décroissance. C'est une entreprise donc 100% familiale et on est autour maintenant de 1300 salariés présents dans 13 filiales. Avant, on avait 14 filiales, mais on a arrêté la Russie suite à la guerre de Poutine en Ukraine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé globalement dans les années 2020-21 quand on a intégré la CEC? Finalement, on s'est rendu compte que le sujet de la transformation de notre entreprise pour qu'elle soit compatible avec les limites planétaires, c'était pas un sujet de morale, c'était un sujet de survie. C'était pas non plus un sujet de part de marché et de différenciation. Et ça, c'est grâce à la CEC qu'on l'a vraiment acté. C'est que pour nous, finalement, nous changer seul, ça n'a aucun intérêt. Et donc, il y a vraiment cette idée que notre entreprise, elle doit s'adapter, être adaptable en permanence, qu'elle va être soumise à énormément de forces de changement plutôt négatives. Il y aura aussi des opportunités potentiellement à l'avenir, mais enfin, on sait que globalement, ça ne va pas s'arranger dans les décennies qui viennent, voire dans les années qui viennent. Et donc, il y a eu vraiment un travail de se dire, il faut qu'on s'adapte au changement, mais surtout, il faut qu'on le fasse ensemble avec toute notre chaîne de valeur, et donc nos fournisseurs, nos clients, mais aussi nos concurrents. Les étapes, on va dire, importantes de cette transformation, elles ont commencé évidemment par faire un bilan. Donc, on avait commencé un petit peu avant la CEC, on avait fait notre premier bilan carbone, poussé aussi par les 200 premières B Corp qui se sont engagées sur une voie de décarbonation SBTI.
donc basé sur la science. Mais au-delà de ça, les années 2021-22 ont été hyper intéressantes pour nous parce qu'on s'est rendu compte qu'on était très fragile avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, où quelques mois avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine, on a réalisé grâce à la CEC qu'on avait une dépendance énorme à cette zone géographique, puisque l'ensemble de nos huiles de tournesol, qui sont les huiles qu'on utilise principalement dans nos soins Mustela, venaient tous d'Ukraine. Mais au-delà de ça, le post-Covid, le Covid chinois, la désorganisation des chaînes logistiques, tout ça nous a vraiment mené à cartographier nos dépendances et nos risques dans l'année 2021, à faire notre bilan biodiversité l'année d'après, et puis ensuite à commencer à travailler sur toutes les forces de changement autour des limites planétaires. Donc l'eau, évidemment, qui va venir à manquer très fortement. On a eu déjà des années de sécheresse où la préfecture a fermé le robinet dans certaines entreprises juste à côté de chez nous, des voisins, mais aussi des risques d'événements extrêmes climatiques très forts et beaucoup plus fréquents, avec des inondations, par exemple, à Épernon, qui peuvent suivre une sécheresse. Donc on aura des années où on pourra se faire potentiellement un mois de fermeture de l'eau, puis suivi de 2 ou 3 inondations dans l'automne. Donc il faut qu'on soit capable de survivre et de survivre avec nos utilisateurs et avec notre chaîne de valeur. Alors, pourquoi ça ne change plus le slide? Vous m'entendez toujours? Oui. Ok, super. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que ces premières réflexions, ces premiers bilans, ces constats de notre extrême fragilité et notre extrême dépendance à un écosystème complet, bah, ça nous a amené à 3 leviers de changement qui, pour moi, sont vraiment clés quand on commence à prendre conscience de ça et qu'on veut mettre en place une feuille de route. La première, c'est que notre activité, elle ne peut pas être incompatible avec un futur vivable. Alors, ça peut paraître super bête, mais en fait, parfois, on réfléchit tellement à court terme, à piquer des parts de marché à droite, à gauche, à améliorer un ratio parce qu'on a un investisseur qui nous en a parlé, etc., qu'on oublie que dans un futur invivable, comme celui qui est en train de se planifier, en fait, notre activité, elle ne pourra plus exister. Donc là, on en est même à se poser la question de combien de références continueront à exister en 2035 dans nos 70 références du portefeuille de Mustela, par exemple. Il y a peut-être 2 ou 3 références qui sont vraiment essentielles. C'est-à-dire, en gros, il faut se laver, il faut potentiellement s'hydrater quand on a un problème de peau, parce que sinon, quand on a une peau saine, on n'a pas forcément besoin de s'hydrater. Il faut potentiellement se protéger du soleil et encore, à mettre un chapeau et rester à l'ombre, c'est encore gérable. Donc, ça va être quoi, en fait, les produits essentiels dans un monde à plus 3 degrés en 2035, en 2040, dans un monde où il y aura moins de bébés aussi, qu'est-ce qu'on deviendra, etc. Donc, il y a vraiment avoir ce constat commun qu'il faut partager avec l'ensemble de vos salariés, parce que sinon, ils vont rien comprendre à ce que vous ferez, parce que vous ferez des choses très différentes de la plupart des autres entreprises. Et donc, cette unicité, elle va forcément éveiller de l'orgueil, mais aussi des fois des grandes incompréhensions si vous n'avez pas partagé le constat des limites planétaires avec vos équipes. Quand vous faites ça, globalement, les gens, s'ils se rendent compte que le monde va devenir de plus en plus périlleux, il faut qu'ils aient envie de se lever le matin et donc il faut que l'utilité de l'entreprise dans son monde soit claire. Et donc, vous posez la question de à qui manquerait notre entreprise si elle cessait d'exister? Si elle ne manquerait à personne, il faut changer votre raison d'être et il faut changer le cœur de votre business. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, suite à ce constat commun des limites planétaires. On a fait un gros partage avec nos équipes autour de la fresque du climat. On les a formés ensuite à notre feuille de route d'impact. Puis ensuite, on a fait en sorte qu'ils s'approprient à la maille de l'équipe cette feuille de route pour se poser la question de moi, en quoi je contribue chaque jour à cette feuille de route. Et puis après, on a questionné tous ensemble notre utilité et ça a été le moment du changement de statut vers la société à mission pour vraiment se poser la question de notre raison d'être, à quoi on sert et est-ce qu'elle se déroule bien dans toutes les activités du groupe et pas juste dans une petite activité phare qu'on montre à tout le monde, mais après on a des espèces de gros trucs cachés, de gros caca cachés sous le tapis. Et puis une fois que vous faites ça, une fois que vous avez réveillé en chacun le sens de l'utilité, alors il faut vraiment traquer les injonctions contradictoires et du coup monitorer avec les bons indicateurs. À la CEC, vous travaillez beaucoup sur le changement de boussole. Il est essentiel.
Et nous, ça fait 4 ans, et ben, on n'a toujours pas fini de changer de boussole. C'est-à-dire qu'on a commencé évidemment par expliquer que les euros étaient aussi importants que le CO2, ou que le CO2 et l'eau étaient plus importants ou aussi importants que les euros. Mais on se rend bien compte qu'il faut systématiquement traquer tous les monitorings un peu foireux. Donc, par exemple, quand vous êtes en décroissance de volume, est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il faut l'écrire en rouge? Bah non, c'est plutôt un mauvais symbole que vous envoyez à vos équipes qui, eux, bah, ont été élevés avec le lait de l'hypercroissance. Et donc, naturellement, quand ça fait moins, bah, c'est pas bien, donc c'est rouge. Bah non, pas forcément. Il faut laisser une forme de neutralité à vos chiffres pour qu'on les analyse ensuite de la bonne manière. Et ça, c'est vachement long de changer ça. Ensuite, c'est aussi bah, finalement d'être capable de faire des choix parfois en conscience, en réunion. Bah tiens, on va perdre du business si on n'envoie pas ces colis en aérien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que systématiquement on dit non? Est-ce que des fois on dit oui? Comment on l'explique? Donc voilà, ce monitoring, il n'est pas simple, mais à chaque fois que vous allez finalement parler vrai et avoir les bonnes discussions avec vos équipes et travailler aussi sur un principe de subsidiarité, c'est-à-dire faire décider aux bonnes personnes, en général, ça se passe bien et les gens comprennent. Ils peuvent comprendre des fois que vous fassiez des choix d'euros. Ils peuvent comprendre que des fois vous acceptiez de sacrifier des euros ou de la marge. Mais finalement, ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi. Il y a un deuxième point qui est hyper important pour moi, idéologiquement, là pour le coup, c'est que euh, si on ne change pas le bas de l'iceberg, c'est-à-dire tout ce qui a fait nos fondamentaux de croyance depuis qu'on est élevé, qu'on a regardé des infos, qu'on a fait des études, ça ne fonctionnera pas. Donc on a beaucoup de croyances et qui sont en plus reliées encore aujourd'hui par les politiques et les médias, même si ça bouge un peu. C'est le découplage entre l'empreinte carbone et la croissance en volume. Ça n'existe pas, ce sera jamais possible. Donc aujourd'hui, moi j'en arrive à un point où j'ai travaillé en priorité sur tout ce qu'on appelle les quick wins, donc les gains faciles de carbone. J'ai des pays matures où j'ai pas de croissance en volume et où du coup j'arrive à maintenir un bilan carbone qui diminue même si ma valeur continue à croître un petit peu. Mais il y a des pays où je fais une forte croissance en volume parce qu'ils sont en fort développement et là-bas mon bilan carbone il augmente. Et il y a pas à chier. On aura beau faire des améliorations de mix, si vous ne regardez que l'intensité carbone, vous êtes à côté du sujet. Le sujet c'est la valeur absolue de carbone qu'on met dans l'atmosphère. Ensuite, il y a une deuxième croyance, c'est si c'était grave, les normes auraient changé. Non, alors ça, les normes, elles changeront après vous. C'est très clair. C'est hyper frustrant, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu en tant qu'entreprise à prendre les devants et à faire des choses avant les autres ou à engager tout votre écosystème pour changer ensemble. Les politiques, ils suivront, mais ils suivront en retard. Après, il y a pas mal de récits fondateurs assez inconscients et qui finalement sont aussi pervers. Comme par exemple, non mais la croissance c'est bien parce que ça protège les humains. Non, la croissance, elle profite plus maintenant au gros des humains. Ça fait une bonne dizaine d'années que la croissance des États-Unis profite à 10% des Américains. Ce sera sûrement bientôt 1% des Américains. En France, pareil, le progrès social, il est à l'arrêt, il est au point mort. Donc non, la croissance aujourd'hui, oui, pendant un temps, elle a servi le progrès. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a aussi cette idée que quand on fait un produit qui est clean, il est pas rentable. Il est moins rentable qu'un produit polluant. Peut-être, des fois, mais en fait, bah, un produit polluant, c'est juste plus possible d'assumer qu'on va même regarder sa rentabilité, en fait. S'il est dégueulasse, s'il détruit à terme de la valeur santé ou de l'emploi ou qui fait travailler des enfants ou des Ouïghours en Chine, on a de toute façon un problème et c'est même pas la peine de regarder sa rentabilité puisque c'est plus une option. Les ressources sont infinies, je reviens pas dessus, je pense que c'est clair pour vous. L'entreprise est au service des performances financières. Bah oui, c'est une croyance en tout cas que moi, on m'a inculquée dans mon entreprise précédente. Il fallait se lever le matin pour les ratios. Aujourd'hui, c'est plus le cas dans notre entreprise. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Le ratio et la finance sont des outils, des jumelles pour regarder une partie de la performance de l'entreprise. Elles sont utiles, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la performance de l'entreprise et de sa vie. Et par ailleurs, c'est pas parce qu'un ratio va bien que votre entreprise va bien. Moi, je peux avoir des ratios qui vont très bien, mais si demain il n'y a plus d'eau en France, bah, j'aurai des super beaux ratios, mais qui calculeront des pourcentages sur un chiffre d'affaires à zéro. Après, il y a aussi des peurs qui aujourd'hui nous paralysent beaucoup. C'est très difficile de savoir ce qui compte vraiment. Des fois, vous devrez choisir entre l'eau et le carbone. C'est hyper difficile de savoir ça. Donc, assumez que des fois, on ne sait pas et qu'on doit quand même avancer. Et puis la peur aussi d'y aller tout seul, d'y aller en premier, qui est quelque chose voilà, qui nous paralyse pas mal. Donc ça dépend aussi de qui vous êtes intrinsèquement. Bien se connaître en tant qu'un dirigeant, c'est important. Il y en a qui adorent être les premiers et être seuls, d'autres qui ont besoin d'y aller en groupe. En fonction de ça, bah, travailler plus la coopération si vous avez besoin d'y aller à plusieurs.
Et puis après, il y a toujours cette idée que comment est-ce qu'on peut investir sur l'avenir tout en réduisant ce qu'on peut réduire tout de suite et en renonçant à ce qui est insupportable. C'est hyper difficile le comment en fait. Comment faire? Souvent, si vous vous posez cette question-là, vous n'arrivez pas à avancer. Et finalement, ce qui nous a permis de dépasser ça, c'est de passer du comment à la question et si. Et là, quand vous commencez à vous poser les bonnes questions, et si l'eau avait un prix? Aujourd'hui, l'eau, elle coûte gratos, elle coûte 0 en France. Mais demain, quand elle va devenir rare, elle va devenir très chère. Donc, si l'eau avait un prix, s'il n'y avait plus assez d'eau bientôt, si l'énergie venait à manquer, si mes lieux d'approvisionnement très lointains étaient en guerre, en sécheresse ou en perte massive de biodiversité et donc de rendement, si transporter des biens à l'autre bout du monde, ça coûtait soudainement beaucoup plus cher qu'avant, et ben finalement, ça vous ouvre énormément d'opportunités. En se posant ces questions-là, on en est venu à se dire que bah, il fallait peut-être qu'on produise plus tout en France, mais qu'on commence à produire plein de produits à l'extérieur, plus près de nos marchés. On a commencé à investir sur une boucle fermée en eau qui nous coûte très cher parce qu'on a un ROI dans 30 ans, comme si c'était une centrale nucléaire, mais parce que l'eau est gratuite. Mais en revanche, en se rajoutant par exemple 3 semaines de fermeture des robinets d'eau par la préfecture tous les étés dans un avenir proche, ah ben, d'un coup, le ROI de cet investissement devenait beaucoup plus palpable à 7 ou 8 ans. Donc, se poser cette question de et si, ça vous permet vraiment de dépasser vos peurs. Alors du coup, nous, notre question, c'était quelles seraient les conséquences positives de notre redirection éco-compatible? Et donc, pour Mustela, par exemple, notre question générative, c'était et si nos offres étaient essentielles, locales et réparaient les écosystèmes où les familles vont vivre et grandir? Alors, c'est pas un claim, hein, c'est une question générative. Donc, c'est juste finalement une manière d'axer votre feuille de route. Donc, nous, on s'est basé sur ces 3 axes. L'essentialité de notre offre, sa localisation et le fait qu'on puisse mesurer les réparations écosystémiques qu'on pourrait opérer autour de nos lieux de production. Alors, concrètement, ça a donné quoi? Eh ben, sur l'essentialité de l'offre, je vous donne des exemples. On l'a fait sur Mustela et puis ensuite, on s'est mis à le faire aussi sur le reste de nos offres, donc sur les actifs cosmétiques et sur toutes nos offres de bien vieillir, enfin de bien-être avec l'âge. Donc sur l'offre Mustela, je prends cet exemple-là parce que c'est une offre qui est grand public et du coup, c'est plus facile à comprendre. Bah, on a commencé par travailler une offre qui soit plus sobre et plus utile. Notre mission et notre raison d'être pour Mustela, on l'a définie comme telle. On s'est dit qu'on allait aider les parents à élever des enfants en bonne santé sur une planète saine. Donc ça peut paraître tout con, mais c'est vraiment pas facile parce que l'idée, c'est justement que chaque produit que je lance depuis 2021, ben, c'est un produit qui va avoir une meilleure ACV, donc analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est pour les nouveautés. Mais on refond aussi l'intégralité de notre portefeuille actuel pour l'améliorer aussi en impact finalement sur les écosystèmes et sur les humains. Donc on a commencé par lancer des produits solides, on a lancé une machine de vrac, d'abord en monomarque, comme vous voyez à droite, c'est la fontaine bleue, où on avait 3 produits, Mustela, et les gens prenaient un flacon en dessous dans le meuble, remplissaient ce flacon, le ramenaient chez lui, le lave dans son lave-vaisselle après l'avoir utilisé, et puis vient le re-remplir. Et donc au bout de 2 re-remplissages, vous avez une analyse de cycle de vie qui est positive, avec un flacon en verre, et puis on est même passé à un flacon en plastique plus léger, qui permet même d'accélérer encore la CV. Sauf que ça suffit pas en fait d'y aller tout seul. En faisant ce produit, cette fontaine de vrac uniquement Mustela, on avait une visibilité très faible en point de vente. Et puis les pharmaciens, finalement, ça occupait 1 mètre carré de leur pharmacie, ils s'en foutaient un peu, donc ils recommandaient pas tellement ces produits. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir nos concurrents. Et donc 2-3 ans plus tard, on a lancé Rechargez-moi, qui est donc la fontaine de vrac que vous voyez en bas du slide. Et cette fontaine-là, elle présente des produits de la concurrence qui sont nos partenaires sur ce sujet-là. Et ça a permis d'augmenter fortement les sell-out, l'intérêt, mais aussi l'intérêt de l'équipe officinale en pharmacie qui, du coup, comme ça occupe là 3 ou 4 mètres carrés, de temps en temps dit aux gens, vous savez, on l'a en version vrac, ce produit, si vous le voulez, etc. C'est quand même mieux pour la planète et tout. Donc, il y a cette idée de travailler sur des produits qui sont plus sobres au niveau des ressources, du plastique, du transport. Mais on a aussi travaillé sur des produits nouveaux ou des refontes de notre portefeuille actuel qui soient éco-compatibles. Alors, ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire par exemple qu'on s'est obligé à baisser fortement le taux de plastique qu'on allait utiliser pour nos produits. Donc entre 2026 et 2027, on va lancer un énorme programme donc, qui nous demande plus de 15 millions d'euros d'investissement pour que 80% de nos références soient disponibles en éco-recharge, donc des poches plastiques monomatériaux. Et ces éco-recharges de 800 millilitres, elles seront associées à un nouveau flacon. Vous savez, le flacon, enfin, vous savez peut-être pas, mais le flacon Mustela, il a une forme de fille un peu avec des espèces d'épaules et puis une taille fine. Et du coup, bah, dans les camions, globalement, on transporte du vide. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé la formule enfin, la forme de ce flacon. Et le nouveau flacon, qui est beaucoup plus droit, il a été conçu pour pouvoir remplir beaucoup plus de palettes. Et du coup, qu'on ait moins de camions qui se baladent sur les territoires pour livrer nos produits. Moins de plastique, moins de camions. Mais aussi, on en a profité pour enlever tous les sulfates des derniers produits où il y en avait, de manière à avoir vraiment des formules qui soient les plus éco-conçues. Donc beaucoup d'investissements, on en profitera de toute façon pour voilà, repimper un peu la marque et ce sera une très bonne occasion d'aller faire savoir aussi à nos consommateurs tout ce qu'on fait. Après, il y a un deuxième point important, c'est de faire en sorte que on ait une raison d'être qui soit visible dans notre modèle d'affaires. Alors ça peut paraître hyper théorique, mais dans la mesure où on veut aider les parents, c'est pas uniquement en les aidant à laver leur bébé. Ce serait un peu simple si juste un bébé propre dormait bien la nuit et évitait la dépression postpartum, évitait le divorce, et évitait les violences familiales, etc. Donc ce sujet d'aider les parents et de soutenir les parents, ça s'est transformé en grande cause de soutien dans chaque filiale et c'est chaque filiale qui a travaillé avec son écosystème local pour définir quel était le point de souffrance principal des parents dans leur pays. C'est pas toujours le même. Donc il y a un travail autour de la charge mentale au Portugal, on a un sujet autour de la santé mentale des enfants, en Espagne, on a un sujet autour du retour à l'emploi des mères de famille aux États-Unis après leur congé maternité. On a un sujet autour de la sensibilisation des parents sur leurs droits au moment de l'accouchement dans les hôpitaux en Pologne, puisque l'avortement est interdit en Pologne, et du coup, il peut y avoir des grands risques de mort de la mère au moment de l'accouchement, parce que les équipes à l'hôpital ont vachement peur de passer devant un juge suite à un avortement thérapeutique ou ce genre de choses. Donc, il y a des sujets, comme vous le voyez, qui peuvent être très différents. Et puis, il y en a d'autres qui sont très communs. Ça peut être la violence familiale, par exemple, qu'on retrouve dans plusieurs pays. Mais ce qui était intéressant vraiment, c'était de se dire que nous, en tant que marque, c'était pas à nous de réinventer une cause, mais vraiment de s'intéresser aux associations qui luttent pour le droit des parents dans chaque pays pour potentiellement mettre la main à la pâte. Après, dans le modèle d'affaires, ça va encore plus loin, c'est de se dire finalement, on n'est pas obligé de vendre des produits pour soutenir les parents. Donc, on a eu une première idée qui a jailli pendant la CEC, qui était la maison des parents. Et l'idée, c'était de créer un lieu finalement où on pouvait recevoir des parents, des professionnels de santé et faire en sorte qu'ils puissent, échanger sur le problématique entre pairs, PAIRS, mais aussi avec des pros de santé, des psychologues, et se dire qu'avec ces lieux, on allait promouvoir une sensibilisation autour du danger de la dépression postpartum et donc du suicide postpartum. La dépression postpartum, c'est 20% des femmes et 30% des femmes et 20% des hommes quand même sur les primipares. Donc c'est pas négligeable. Ça a aussi des coûts énormes pour la société. Et donc tout l'enjeu, c'était de se dire, est-ce que je peux prouver que j'évite des coûts à la société? Est-ce que je peux en faire un business model? On a fait des premiers essais, des premières expérimentations pendant 3 ans. Et là, depuis 1 an, on a refondu ce projet et c'était hyper intéressant d'accepter l'échec, de se dire en fait ça marche bien d'un point de vue intérêt des parents. Les pros de santé aussi trouvent ça super, mais c'est pas pérenne en termes de modèle économique. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se servir de cet échec-là et nourrir autre chose? Et on lance un nouveau projet du coup qui s'en inspire, mais qui aura lieu en pharmacie, qui est le lieu où moi j'ai déjà des vendeurs qui passent chaque jour pour vendre des produits. Mais en fait, ce qu'ils peuvent faire demain, c'est intégrer auprès du pharmacien son rôle de prévention santé. Ce qu'il ne fait pas tellement finalement. Un pharmacien en France, c'est plus un épicier qu'un professionnel de santé. Et certains pharmaciens sont très sensibles à ce sujet. Donc, on a lancé un gros consortium de santé commune en pharmacie. Et avec les pros de santé, les pharmaciens, les sages-femmes qui vivent autour de ces pharmacies, l'idée, c'est de créer un écosystème où là, nous, on puisse former les pharmaciens à l'accompagnement à la dépression postpartum, leur vendre ce service de formation et faire en sorte que le pharmacien, du coup, il fidélise un peu plus aussi ses clients en pharmacie
pharmacie et il fait en sorte de retrouver son rôle de professionnel de santé en pharmacie. Et évidemment, je vous en parle pour Mustela, mais comme on travaille aussi sur le bien-être avec l'âge, eh ben, on fait la même chose et le même type de service de formation et de conseil au sein des pharmacies pour les personnes âgées ou pour la prévention des maux articulaires, par exemple. Vous vous souvenez, dans ma question générative, il y avait donc l'offre, son utilité, son essentialité, mais le deuxième axe, c'était la localisation. On pense qu'il faut qu'on atterrisse sur notre territoire, d'abord notre territoire d'Eure-et-Loir, mais aussi sur nos territoires où on est présent, c'est-à-dire nos 13 filiales et pourquoi pas aussi les distributeurs auxquels on vend nos produits Mustela et bien-être avec l'âge. Donc là, ce qu'on travaille aujourd'hui, c'est la première chose, c'est de formuler des produits avec des ingrédients locaux qui poussent autour de notre usine en Eure-et-Loir. Donc, on s'est rapproché d'agriculteurs dans le coin, notamment un premier qui est un fournisseur de tournesol, qui a sa presse, donc il pourra faire son huile directement. Et ça fait 3 ans qu'on lui achète une partie de ses récoltes pour pouvoir vraiment valoriser son huile de tournesol. Et ensuite, maintenant, on travaille avec un collectif de jeunes agriculteurs qui sont intéressés par notre manière de faire. On vient d'intégrer la CEC Agro-Agri, aussi monde agricole, pour pouvoir encore mieux se former sur ces sujets-là et faire en sorte d'acheter directement à des fournisseurs qui ne sont pas trop loin de chez nous. Mais ensuite, il y a tout un travail de formulation, de permaformulation finalement, parce que c'est comme de la permaculture, mais c'est de se dire, avec les ingrédients qui poussent autour de chez moi, que je peux transformer en interne, qu'est-ce que je suis capable de faire comme soin essentiel pour la vie des familles, par exemple. Et donc là, on a commencé à formuler nos premiers produits faits à 100% avec des ingrédients qui viennent de 200 km autour de chez nous. La formule coûte super cher pour l'instant, mais en revanche, on a des belles formules. Donc la question, c'est comment on transforme ça en une formule pérenne qu'on va pouvoir lancer dans le monde entier, mais avec des produits du coup locaux à chaque fois. Donc on apprend, pour l'instant, c'est vraiment de la R&D, à formuler avec du local. Et ensuite, on fera cette espèce de vectorisation de notre savoir-faire pour aller le faire avec des ingrédients brésiliens, avec des ingrédients américains un jour, avec des ingrédients chinois, pourquoi pas, mais avec toujours cette idée de se dire, il faut que je formule dans mon centre de R&D, mais ensuite que je fabrique localement avec des ingrédients locaux. En parallèle de ça, on fait quand même un travail évidemment de traçabilité de nos ingrédients et on le fait avec des consortiums de concurrents pour essayer vraiment d'être sur des offres au moins qui savent d'où viennent les ingrédients. Parce que vous savez, on a l'impression comme ça que la traçabilité c'est simple, mais en fait, dans le monde de la cosmétique, on achète principalement à des intermédiaires d'intermédiaires. Et donc, quand vous leur demandez de tracer du champ à votre usine, globalement, ils vont vous dire oui, ça vient d'Afrique du Sud. Ok, c'est pas très précis. Et derrière, quand vous demandez des certificats de non-déforestation, des labels, etc., la certitude d'arriver sur quelque chose de réel et sérieux est assez faible. Donc, il y a vraiment ce travail d'aller mettre la pression sur ces intermédiaires, les BASF, ces énormes brokers finalement. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Donc, on le fait avec nos concurrents pour avoir du poids. Dernier point, c'était est-ce que nos offres un jour pouvaient devenir réparatrices des écosystèmes où ces familles à qui on vend des produits vivent? Parce que c'est vrai que cette idée de vendre un produit pour le soin du bébé, mais que fabriquer ce produit va porter préjudice à ce bébé quand il va grandir parce qu'on aura détruit l'écosystème dans lequel il vit, c'est quand même un énorme problème pour se lever le matin. Donc il y a 2 enjeux principaux et encore j'ai envie d'en rajouter un troisième maintenant qui est l'enjeu eau, pardon. Que j'ai pas mis là, il faudrait que j'actualise. Biodiversité, évidemment, donc c'est le travail de mesurer notre dépendance. Donc on a une dépendance à la biodiversité qui est supérieure à 95%. Donc ça veut dire que la chute massive de biodiversité qui nous attend, elle va mettre en péril très fort ma capacité à sourcer mes ingrédients et à m'approvisionner. Ensuite, il y a un deuxième enjeu autour de la biodiversité, c'est ce que je laisse en dépôt dans la nature. Et donc, le premier enjeu, ça a été les lingettes jetables. Nos lingettes, elles n'étaient pas compostables, elles étaient faites à moitié avec du plastique. C'était vraiment, comme toutes les autres, hein. On n'était pas pire, mais enfin, on n'était pas meilleur que les autres. Donc, ce qu'on a fait tout de suite après la CEC, ça a été de immédiatement refaire nos lingettes pour qu'elles soient compostables et donc fabriquées uniquement avec de la fibre végétale. Donc ça, on l'a fait très vite. En 2023, on a donc pu abandonner complètement les lingettes jetables non compostables. Maintenant, nos lingettes sont compostables, mais on a surtout annoncé dès 2022 qu'on allait arrêter les lingettes tout court, donc l'intégralité de cette catégorie, qui à l'époque faisait 20% du chiffre d'affaires de la France, un peu moins dans les autres pays, parce qu'on avait demandé aux pays de ne pas trop mettre le doigt justement dans cette catégorie qu'on jugeait assez dégueulasse. Et donc l'arrêt total de cette catégorie a lieu en 2027. On s'est très bien préparé.
Aujourd'hui, on sait dans notre compte de résultat qu'on va perdre plusieurs millions d'euros en 2027. Voilà, c'est intégré. C'est un renoncement qui n'est plus du tout questionné au sein de l'entreprise et sur lequel on est très fiers en fait et on assume. Et puis après, dans la protection de la biodiversité, on s'est fait un peu peur quand on a fait notre empreinte, mais on s'est rendu compte que tout ce qu'on mettait en place pour le climat était assez cohérent avec la lutte contre les problèmes de biodiversité. Donc finalement, notre feuille de route climat et biodiv est très cohérente. Sur les objectifs climatiques, donc climat, on est globalement sur des choses assez classiques, un plan de réduction d'abord du nombre de kilomètres de nos camions. Donc c'est vraiment repenser de manière plus sobre et plus effective finalement la livraison de nos produits. Après, ça a été évidemment l'arrêt du fret aérien, d'abord chez Mustela en 2021, puis chez nos distributeurs qui étaient maîtres normalement de leur distribution. Donc eux pouvaient choisir de prendre l'aérien. Donc on a négocié avec eux. Et du coup, notre premier bilan carbone a été vraiment en décrue en 2023. Ensuite, en 2024, on a continué à le faire pour le reste du monde et pour la distribution de produits pharmaceutiques. Donc aujourd'hui, on a un seul pays auquel on continue à livrer en aérien, uniquement les gélules de piasclédine, et l'arrêt est prévu pour la fin de l'année, donc d'ici quelques mois. Voilà, après sur l'énergie, il y a évidemment des sujets que vous avez peut-être étudiés de votre côté. Il y a énormément de gâches énergétiques dans les usines. Donc on a commencé par aller chercher toute la chaleur perdue, la chaleur, ce qu'ils appellent la chaleur fatale, avec une plateforme chaud-froid qui est lancée cette année et qui va être en exercice à la fin de l'année 26. Gros investissement de plusieurs millions d'euros. On est aidé par l'ADEME pour le faire. Ensuite, on change notre chaudière. On voulait changer les deux en même temps, mais l'ADEME nous a demandé de le faire en étapes successives pour bien comptabiliser les gains d'énergie. Et puis, ce qu'on fait aussi sur le plan climat, et c'est pour ça que c'est cohérent avec le plan biodiversité, c'est vraiment travailler sur les ingrédients, leur sourcing, et en quoi ces ingrédients pourraient être issus de zones où les mecs travaillent mieux, et comment surtout avec la traçabilité, on va devenir capable d'accompagner nos fournisseurs pour qu'ils changent leurs pratiques agricoles et qu'ils baissent du coup leur empreinte carbone et biodiversité. Quelques conseils. Il y a des réussites toujours dans un parcours, donc appuyez-vous sur ces réussites pour garder votre énergie. L'énergie, elle est cyclique. Il y a des moments où ça devient très dur. Donc moi, ce que je trouve génial, c'est à quel point les équipes sont fières, à quel point en interne comme en externe, que ce soit nos fournisseurs, nos clients et même nos concurrents, nous renvoient des images hyper positives et ça nous redonne de l'énergie et du sens. On sait pourquoi on se lève le matin, même si c'est hyper difficile parfois de garder de l'énergie, surtout quand on voit le climat anti-écologique du moment en Europe et partout dans le monde. Ensuite, c'est important de savoir aussi que c'est ce qu'on a lancé et qui est éco-compatible, qui est en croissance. Donc, tout ce qui est ACV, on pousse les pays à investir exclusivement sur les offres qui ont un ACV en amélioration. Et il se trouve que c'est ça qui est en croissance. Il y a une bonne dynamique, il y a une bonne compréhension de la part des consommateurs. Ensuite, un point très important, plus vous allez anticiper vos renoncements, moins ce sera douloureux. Alors, il y a quelques personnes qui se sont foutues de notre gueule quand on a dit on arrête les lingettes en 2027. Ils ont dit bah, seulement en 2027, vous pourriez le faire plus tôt. Mais la plupart des gens étaient quand même plutôt positifs à l'idée qu'on se coupe de 20% de notre chiffre d'affaires. Mais le faire avec 5 ans d'anticipation, bah, ça a permis justement que ça se fasse sans douleur et que ce ne soit absolument pas questionné au sein des équipes. Ensuite, la coopération, c'est quelque chose qui est très fonctionnant, à la fois pour l'énergie, mais aussi pour trouver des solutions. On a beaucoup de participation à des consortiums chez Expanscience, que ce soit sur comment on remplacera le plastique un jour avec des fibres différentes, potentiellement des fibres faites avec des déchets végétaux, par exemple. Le fait de le faire à plusieurs, c'est quelque chose qui nous donne des moyens, plus d'idées, et aussi la force de moins se sentir seul. On a des coopérations avec nos pharmaciens, par exemple, donc avec nos points de vente. Et là encore, ça nous permet de trouver des solutions et d'aller chercher d'autres laboratoires pour les convaincre de s'y mettre. Et puis, une réussite très importante pour moi, c'est que j'ai un actionnaire qui aujourd'hui, bien sûr, il me parle de ratio de temps en temps, bien sûr, il me parle de croissance de temps en temps, mais il a quand même compris qu'aujourd'hui, l'alpha et l'oméga de notre réussite, ce serait la pérennité, la robustesse, si vous voulez utiliser des mots à la mode, mais c'est cette idée de pouvoir survivre, même si on doit survivre parfois en étant dans des conditions dégradées. C'est ça qu'il a compris aujourd'hui et il ne me pousse pas à l'hypercroissance, ça c'est fini. Et puis enfin, il y aura des difficultés
il faut que vous les anticipiez. Les premières difficultés pour moi, ça a été qu'il y a plein d'outils encore à inventer ou à affiner. La comptabilité carbone, c'est long à mettre en place, c'est dur. Le bilan carbone est truffé d'erreurs et de flou. Et ça peut générer beaucoup de frustration dans vos équipes. Donc, il faut l'anticiper, il faut leur expliquer, il faut dégoupiller un peu, déminer le terrain en fait à l'avance. Ensuite, il faut accompagner votre collectif. Il y a des gens qui vont travailler sur des projets très court terme. Ils vont pas comprendre pourquoi d'autres travaillent sur des trucs hyper expérimentaux qui gagnent pas un rond. Donc, il faut expliquer systématiquement et assumer que chacun est utile, mais que les cycles temporels sont différents en fonction de chaque équipe et de chaque objectif. Et puis, aussi accompagner votre collectif sur le fait que c'est le chemin qui compte et pas forcément l'objectif ou l'indicateur. Les indicateurs sont pas toujours les bons, il faut les changer au fil des années. Parfois, il y a un projet qui va se vautrer en beauté, mais en fait, c'est cet échec qui va vous apprendre quelle est la meilleure solution. Moi, je trouve ça toujours intéressant de dire aux équipes, c'est très bien un échec, ça nous permet de fermer une porte. On a tellement de points d'interrogation sur l'avenir que pouvoir se dire non, ça marche pas, on ferme la porte et du coup, on a un peu moins de choix finalement. Ça permet aussi d'avancer. Et puis après, je pense que le politique est décevant, globalement. Au début, moi, j'y croyais à fond de pouvoir, en tant qu'entreprise, embarquer des ministres, faire changer des lois. Ce qui est sûr, c'est que la première réconciliation qu'on peut opérer, c'est celle de l'économique et du sociétal. La société civile, c'est les ONG, par exemple. Et on arrive à travailler avec des ONG qui sont formidables, qui œuvrent extrêmement bien, qui nous apprennent aussi à monitorer notre impact, parce que c'est la première chose que fait une ONG, globalement, c'est d'apprendre à monitorer son impact, ce qu'une entreprise ne sait pas très bien faire. Et donc, cette coopération entre la société civile et les sphères économiques, elle est très enrichissante, valorisante, elle vous redonnera de la force. Et je pense que sur ce triangle d'action qui est la société civile, les entreprises et l'État, si déjà on a ces deux points de la pyramide qui s'associent, l'État finira par nous suivre. On a quand même le politique local qui nous suit de plus en plus parce que je pense que les politiques locaux sont en train de découvrir à quel point la France va souffrir très fortement des problématiques de biodiversité, de sécheresse, d'inondation. Et donc, ils ont envie de s'adapter. Donc, les logiques d'adaptabilité des entreprises, ça parle assez bien aux politiques locaux. Et puis enfin, les consortiums au service de l'impact et du futur. N'hésitez pas à travailler vraiment à plusieurs. Il n'y a que comme ça, en vous décentrant, c'est-à-dire en n'étant pas au centre de vos modèles d'affaires, mais en faisant partie d'un modèle d'affaires collectif. C'est que comme ça que vous allez trouver des nouveaux business qui seront potentiellement régénératifs. Sur le modèle managérial, il faut tout revoir globalement. Enfin, moi, ce que j'ai pu apprendre en école de commerce ou chez L'Oréal, bah, ça a été globalement très mauvais. Donc, j'ai remis en question mes évidences. Je travaille autant avec mon cœur et mes pieds qu'avec ma tête. Je travaille sur cette idée que c'est le chemin et les échecs qui nous apprennent le plus. Et puis, je travaille en transparence. Vraiment dire tout ce qu'on sait et dire aussi ce qu'on ne sait pas. Assumer qu'on est vulnérable, qu'on est fragile, qu'on a besoin des autres. La subsidiarité, pour vraiment faire descendre la décision au bon niveau et responsabiliser les équipes en leur disant c'est pas à moi de décider sur un truc comme ça, c'est à toi de le faire. Et puis enfin, traquer toutes les injonctions contradictoires. Il y en a toujours dans les entreprises, c'est pas de votre faute, mais poussez les gens à vous le dire quand il y a quelque chose qui les irrite au quotidien, mais qu'ils n'osent pas vous le dire, ça peut générer vraiment beaucoup de freins, alors qu'en fait, il suffit de se parler. Et pour terminer, c'est cette idée que peut-être la CEC vous a déjà montré, quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Arrêtons d'avoir de l'espoir que les choses changent, elles ne changeront pas si nous, on s'y met pas de manière très volontaire. Merci beaucoup, Sophie. J'ai été trop longue. Quelques questions? Ça passe vite. Tu n'as pas dû entendre quelqu'un dire on est scotché. Ah bon? Il faut pas que ça vous paralyse, au contraire. Je veux bien que tu files le micro, Mélanie, parce que j'entends pas du tout en revanche dans la salle. Non, des réactions alors? Je voulais juste vous dire un immense merci parce que j'ai trouvé le témoignage incroyable, hyper inspirant, dynamique. Voilà, ça fait chaud au cœur et ça nous incite tous à changer. Alors voilà, juste merci.
Bah, super, et surtout merci à vous de continuer à porter le flambeau, hein. Moi, j'ai besoin de sentir que ça continue et qu'il y a plein de boîtes qui vont s'y mettre. C'est clé. Pour Sophie, je suis désolé, j'ai une question très technique que je n'ai pas pu te poser à Centrale la dernière fois. Avec qui vous avez fait votre bilan biodive, sachant qu'il n'y a aucun label bilan biodive qui est encore validé? Alors, tu me permets de répondre à cette question via Mélanie, comme ça elle te dira, je vais demander à mon équipe RSE, j'ai pas le nom de l'entreprise. Bien évidemment. Merci beaucoup. On se mettra l'information. Autre question ou réaction? Ouais, merci. Comment s'est passé, comment vous avez appréhendé la relation avec les concurrents en fait et les initiatives que vous avez fait avec les concurrents? Comment ça a été amené? Comment ça a été reçu? Alors, hop, je me notais juste l'histoire de l'agence pour la biodive et je te réponds. Donc avec les concurrents, en fait, faut être un peu sioux parce que tout le monde n'a pas encore tout à fait l'état d'esprit de la coopération et de la coopétition, même si ça vient de plus en plus quand même. En tout cas, dans mon secteur d'activité, ça le fait. Ce qui s'est passé d'abord, c'est qu'on est allé jouer carte sur table, c'est-à-dire qu'on est allé voir notre syndicat sectoriel, la FEBA, et on leur a dit, voilà, on va lancer une machine de vrac, on a lancé une machine de vrac en monomarque. On a plein d'apprentissages, on est prêt à mettre sur la table tous nos apprentissages et donc les coûts, parce on avait payé pour avoir des stabs sur les packaging, les ACV, enfin plein de sous qu'on avait dépensés là-dessus. Et on leur a dit, voilà, on va tout mettre de manière transparente sur la table. Est-ce que ça vous dit de porter le projet avec nous? Le syndicat a dit, on a déjà trop de fer au feu, mais en revanche, on trouve que c'est super ce que vous faites. Donc, on vous autorise à utiliser notre fichier pour contacter les concurrents et leur proposer les trucs. Et donc, à partir du moment où on avait d'une certaine manière l'aval du syndicat sectoriel pour contacter tout le monde en leur disant, voilà, nous, on lance un projet, c'est ouvert, si vous voulez participer, voilà, ça va vous éviter des coûts, etc. On a même géré nous-mêmes l'embauche d'une agence externe qui allait faire finalement le lien, parce qu'il y a quand même des logiques de concurrence déloyale et comment on appelle ça, d'entente illicite. Donc, il faut que vous ayez un partenaire neutre au milieu pour s'assurer qu'il n'y a pas des partages, par exemple, de prix, de pratiques de prix, etc. Donc, on a pris cette agence, on leur a demandé aussi de s'occuper finalement de tous les aspects légaux, de créer le consortium. Et à partir de là, on a eu 5 partenaires qui ont levé la main. Et puis, ce qui était cool, c'est que cette agence, elle a aussi été payée pour trouver des financements à la coopération avec Citeo. Et donc, de fait, les entreprises sont partantes au début parce qu'elles se disent, bon, bah, en fait, ça ne nous coûtera pas grand-chose, on va voir, quoi. Après, sur les 5 premiers, au bout de 2 ans, on a eu 5 autres qui nous ont rejoints. Il y en a un qui va se désengager dans pas longtemps, et bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais les autres restent extrêmement motivés. Et il y a un suivi. C'est hyper important en revanche d'être au clair sur l'objectif de départ. Je me souviens de celui qui se désengage aujourd'hui, à la première réunion, au bout de 2 mois de travail, première réunion avec les big boss, il arrive, il dit, oui, alors moi j'ai besoin de voir le ROI. Donc, je l'interromps, je lui dis, pardon, mais vous êtes en avance de 5 ans comme réunion, en fait. C'est-à-dire que le ROI, on le verra dans 5 ans, mais pour l'instant, on n'en parle pas parce que l'objectif, c'est déjà de savoir si l'offre intéresse les consommateurs, quels sont les pain points pendant le parcours d'utilisation, de voir si les pharmaciens sont intéressés, si la loi change, etc. Et donc, en fait, on verra le ROI dans 5 ans. Donc, bon, bah, c'est pas étonnant que ce soit cette entreprise-là qui se désengage en premier. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas non plus du coup que ça coûte trop cher. Et il faut en revanche que l'organisation soit au cordeau de manière à ce qu'il n'y ait pas de frustration au sein des équipes en mode j'ai pas le temps de m'en occuper, comme ça paye pas, on me demande de le faire en plus du reste, etc. Donc nous, on a vraiment alloué des gens dont c'était l'unique préoccupation de faire ce projet. Et les entreprises avec lesquelles ça fonctionne bien ont fait la même chose. Allez, une dernière question. Bonjour, petite question technique. Pourquoi vous êtes revenu en arrière sur le verre dans le vrac et vous êtes repassé à des bacs plastiques? J'avoue que ça m'a un peu choquée. C'est bien, c'est Merci bien. beaucoup. Alors, deux raisons. D'abord, la bouteille en verre existe encore. Il y a les deux choix sont possibles. Mais en revanche, il y a chez les parents une vraie crainte à utiliser des bouteilles en verre. Parce qu'ils mettent le gel douche au bord de la baignoire, c'est des enfants qui l'utilisent. Donc, on avait tous une partie des consommateurs à qui on a posé les questions, mais pourquoi vous n'avez pas eu envie de faire le vrac? Ça m'intéressait, mais
Moi, je ne veux pas utiliser une bouteille en verre, ça me fait trop stresser. Donc après, il y avait potentiellement l'utilisation d'une bouteille en aluminium. Donc on travaille aussi sur ce sujet-là, de l'aluminium. On a regardé aussi si on mettait une poche en silicone ou, vous voyez, comme une chaussette en fait autour de la bouteille en verre. Donc il y a plein d'options. Mais globalement, on a plus des 2 tiers des consommateurs qui disent, moi, je préférerais avoir une bouteille en plastique. Avec l'enjeu en revanche de leur dire c'est 3 utilisations, mais au bout de 3 utilisations où vous le lavez à chaud dans votre lave-vaisselle, on vous recommande plutôt de le changer. Après, sur le plastique, il y a énormément de bruit aujourd'hui sur l'usage du plastique. Est-ce que le fait de mettre ne serait-ce qu'une fois un jus dans une bouteille en plastique, ça va le polluer avec des microplastiques? Donc moi, j'ai fait faire toute une étude bibliographique sur le sujet et là, on est en train d'étudier justement sur quel type de plastique potentiellement il pourrait y avoir de la porosité et quel microplastique on retrouverait dans nos jus, au bout de combien de temps. Donc moi, j'ai besoin qu'on se rassure ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qu'on ait la substantifique moelle de ce sujet, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit et de bad buzz autour, mais il n'y a pas de consensus scientifique. Donc, on fait pas mal d'études sur le sujet. Si ça vous intéresse, quand on en saura un peu plus, on le fera. Mais on a déjà certains plastiques, par exemple, où on est sûr et certain qu'il n'y a pas de micropolluants qui se mélangent avec la formule, même au bout de 3 ans, par exemple. Donc voilà, il faut qu'on pousse. Est-ce que si on va sur du plastique recyclé, par exemple, ça augmente ou pas? Donc, mais c'est des sujets où il faut rapporter de la science et de la factualisation, puisque c'est très flippant pour tout le monde, la pollution de l'eau.